Contrôle, conformité et carrière professionnelle sont les piliers quotidiens des Chinois. Dès notre plus jeune âge, on nous dit qu'il faut être assidu et travailler dur. À l'école, on nous apprend à gravir les échelons, mais jamais à nous détendre. Aujourd'hui, ce modèle ne s'applique plus à tout le monde et la société chinoise est en profonde mutation. Je suis différente des autres. Quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Et personne ne peut m'en empêcher. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes Chinois repoussent leurs limites et n'hésitent pas à les dépasser. Je suis Joyce Lee, journaliste d'origine chinoise. Je vais vous parler d'un phénomène singulier de la culture du travail en Chine, les faux bureaux. Faites semblant de travailler. Bonjour et bienvenue. Compte tenu du taux de chômage élevé, j'ai créé une entreprise dans laquelle vous ne subirez aucune pression. Ici, vous pourrez même carrément faire semblant de travailler. T'inquiète pas, je suis encore au bureau. Vous avez perdu votre boulot et vous voulez pas que votre famille le sache? Ici, vous pourrez jouer toute la journée sur votre portable. Et moi, je ferai régulièrement des rondes pour faire croire que vous travaillez. De jeunes diplômés qui n'ont pas trouvé d'emploi louent ces fameux faux bureaux et font semblant de travailler. Et aussi pour ne pas décevoir leur famille et structurer leur journée. Notre nouveau collaborateur est déjà en train de faire un live sur les réseaux. On l'écoute? J'ai d'abord souri en entendant parler de ces faux bureaux. Mais en réalité, je trouve ça très triste. Pour certaines personnes en Chine, la pression et la honte de ne pas trouver d'emploi malgré un bon niveau d'études sont si grandes qu'elles les poussent à mener une double vie. En Chine, la pression est énorme. Dès l'école, les enfants sont classés suivant leurs résultats. Et un diplôme prestigieux doit être suivi d'une carrière prestigieuse. En semaine, je me lève en général entre 7h et 8h du matin. Ensuite, je me prépare et je vais au travail. Parfois, quand les journées sont stressantes, il m'arrive de rentrer à la maison vers 23h ou minuit. Et dans ce cas-là, je me couche directement. Aux yeux des Européens, je dois sans doute passer pour une accro au travail. Pourtant, je ne me considère pas comme ça. Je m'appelle Essie. J'ai 28 ans, je vis à Pékin et je travaille ici en tant que juriste. Au siècle dernier, la vie était très dure en Chine. Les gens travaillaient sans relâche. Puis est arrivée l'ère des réformes et de l'ouverture, qui a donné un nouvel élan à notre économie. Les personnes entreprenantes et compétentes ont pu en tirer avantage. Dès notre plus jeune âge, on nous dit qu'il faut être assidu et travailler dur. À l'école, on nous apprend à gravir les échelons, mais jamais à nous détendre. J'ai été scolarisée dans le deuxième meilleur lycée de ma ville. Quand nous avons été répartis dans différentes filières, j'ai réussi à intégrer la classe d'excellence de justesse. Ensuite, pendant près d'1 an, j'ai été l'une des plus mauvaises élèves de la classe, tout en bas du classement. La liste des meilleurs élèves était affichée dans notre salle de cours. Très vite, je me suis rendu compte que les professeurs me traitaient différemment des autres à cause de mes mauvais résultats. Je me suis demandé comment j'en étais arrivée là. Et j'ai décidé de remédier à la situation en mettant les bouchées doubles et en étudiant encore plus.
Aujourd'hui, il m'arrive régulièrement de devoir faire des heures supplémentaires en soirée, ou même de sacrifier mes week-ends pour le travail. À cause de mon emploi, j'ai perdu contact avec plusieurs de mes anciens amis. Et je trouve ça très dommage. Quand je travaille très tard, il m'arrive parfois de ressentir comme une pression au niveau de la poitrine. Alors je me rends compte que j'ai peut-être un peu trop tiré sur la corde et qu'il serait temps de faire une pause. J'en ai déjà discuté avec des amis qui ont des emplois similaires. C'est pas qu'ils manquent d'empathie, mais disons qu'ils se sont résignés à accepter la situation. Au lieu de me réconforter, ils me disent simplement de tenir bon, de me reposer un peu et que tout ça n'est qu'une phase. Mais à vrai dire, ce genre de réaction ne m'aide pas beaucoup. En été, quand il fait beau et que le ciel est bleu, je me demande parfois si je ne devrais pas quitter le bureau un peu plus tôt. Quand je fais des heures supplémentaires, j'ai toujours un petit pincement au cœur à l'idée de ne pas avoir profité du coucher de soleil. Il m'arrive parfois de me sentir oppressée par ce rapport au travail et cette discipline très stricte. Mais je ne vois pas vraiment comment je pourrais changer les choses. Beaucoup de jeunes Chinois sont frustrés et se sentent comme des bêtes de somme qui dépensent toute leur énergie sans vraiment avoir l'impression d'avancer. Parce que même en enchaînant les heures supplémentaires, leurs conditions de vie sont loin de s'améliorer. Il n'est pas évident d'échapper à cet engrenage, mais certains ont le courage d'essayer. Les jeunes en Chine, et en particulier les gens de ma génération, ont du mal à prendre des décisions par eux-mêmes. En général, ils obéissent à leurs parents et suivent la voie qu'ils ont décidée à leur place. Moi, je suis différente des autres. Quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Et personne ne peut m'en empêcher. Nous sommes à Zhujiao, près de Shanghai. Je m'appelle Maya et je pratique les arts du feu. Je vis avec mon petit ami Hugo. Mon père a voulu que je fasse des études dans la finance. On s'est souvent disputé à ce sujet. Moi, j'avais envie de faire des études d'art, mais il était contre. J'ai quand même tenu 1 an à l'université. Et puis j'ai dit à mon père que je ne pouvais plus y retourner. Sinon, j'aurais sauté par la fenêtre d'un immeuble. Je fais partie de la communauté Nasi, une minorité ethnique originaire de la province du Yunnan. Les fêtes aux flambeaux font partie de notre culture. On allume de grands feux de joie et on se réunit en cercle tout autour pour chanter et danser. J'ai découvert les arts du feu dès l'enfance et j'ai un lien particulier avec cet élément. L'acro-yoga combine le yoga et l'acrobatie. C'est une discipline encore peu répandue en Chine, mais plusieurs grandes marques m'ont déjà contactée pour des séances photos et des spots de pub. À l'origine, je suis venue à Shanghai pour travailler comme maquilleuse. Plus jeune, j'étais passionnée par le mannequinat et le monde de la mode. Mais très vite, je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi. Dans ce milieu, on est constamment jugé. J'étais soumise à une pression constante et ma santé mentale déclinait de jour en jour.
Puis j'ai rencontré Dalong. Bonjour, je m'appelle Dalong, je vis à Shanghai, je suis musicien et je pratique l'acro-yoga depuis 10 ans. L'acro-yoga a une signification particulière en Chine. Le Yi Jin, l'un des plus vieux ouvrages de l'humanité, faisait déjà référence au Wu Wei, c'est-à-dire au fait de suivre le flux naturel des choses. Suivre le courant, en somme. L'art de la non-action est aussi un élément central du taoïsme. Avec notre discipline, on suit ce principe et on l'incarne grâce à nos accessoires. En manipulant des bolas ou des bâtons de feu, on entre dans un état méditatif, similaire à celui qu'on retrouve dans le tai chi. C'est un ami qui m'a fabriqué ça. Ça s'appelle un bugeng. Et voici des anneaux de jonglerie. Il y en a d'autres dans le groupe qui font ça mieux que moi. Au sein de notre troupe, c'est moi qui suis chargé de trouver de nouveaux contrats. Je m'occupe aussi de nos honoraires et de la paperasse. Au départ, mes parents n'ont pas accepté mon choix de vie. Ils voulaient que je parte étudier à Shanghai et que je fasse carrière après avoir obtenu mon diplôme. À un moment donné, j'ai eu besoin de faire une pause. J'ai commencé à enchaîner les petits boulots faciles pour gagner un peu d'argent, mais ma mère était inquiète pour moi et se demandait pourquoi je vivais comme ça. Plus tard, mes parents sont venus vivre à Zhujiajiao pendant 2 ou 3 ans. Ils ont découvert ma vie. Ils ont rencontré mes amis et ils ont fini par respecter mon choix. Hey, salut! Tu t'es coupé les cheveux, non? Oui, Ça te va bien. votre petite fille arrête pas de grandir. Tu te souviens encore de tonton Dalong? C'est toi qui joues avec le feu? Oui, c'est bien moi. Voici le pont Fangshen. C'est l'attraction touristique la plus populaire de la vieille ville. Avant, on venait jongler ici et les gens pouvaient nous faire des dons en scannant nos QR codes. Il y a encore quelques années, il ne se passait pas grand-chose ici. Et on gagnait très peu d'argent. Aujourd'hui, c'est noir de monde et il y a des agents de sécurité partout. Ils veillent à ce que les gens restent pas trop longtemps au même endroit. Je viens plus que très rarement dans le coin. Il y a beaucoup trop de touristes. Quand on est devenu parent, ma femme a voulu qu'on change de vie et qu'on arrête tout ça. J'ai hésité à chercher un emploi normal. Mais on a fini par trouver un compromis. Je me suis engagé à gagner plus d'argent grâce à mes activités artistiques. Avant, ça nous importait peu. Mais aujourd'hui, on veut développer nos compétences et faire évoluer nos spectacles. Et j'avoue que cette pression nous aide à progresser. Dans la troupe, on a un mode de vie assez inhabituel. La plupart des Chinois travaillent à temps plein dans des bureaux. Mais pour nous, ce serait impossible de rester assis toute la journée devant un ordinateur. On veut profiter de la vie. Mais aujourd'hui, on arrive à vivre de notre passion. Je pense vraiment qu'on a trouvé le bon équilibre. J'ai fini par déménager parce que les autres membres de la troupe habitent ici. Depuis, on se retrouve régulièrement pour s'entraîner ou simplement passer du temps ensemble. En Chine, très peu de gens pratiquent l'acro-yoga ou les arts du feu.
On est la plus grande compagnie de ce type dans le pays. Et par conséquent, on se produit un peu partout en Chine. Ce soir, on attend à peu près 200 personnes. J'ai déjà distribué une centaine d'invitations à des amis et le reste des billets sera vendu sur place avant la représentation. On verra bien qui viendra. Notre troupe est vraiment unique en Chine. On s'apprécie tous et tout le monde est très ouvert et détendu. Voilà pourquoi j'en fais partie depuis déjà 7 ans. J'y vais. Tu montes sur scène plus tard? Bien sûr que oui, c'était prévu. Tu peux peindre les idéogrammes du feu et du courant? Le feu existe depuis des temps immémoriaux. Mais au fil des siècles, tout a changé. La nature, les plantes et les êtres humains. Pourtant, le feu brûle toujours comme autrefois. Il transcende le temps. Notre but, c'est de faire découvrir notre pratique aux gens. Je veux plus mener une vie stressante. J'ai simplement envie de suivre mon cœur et de faire ce que je pense être juste. Bien sûr, nos spectacles peuvent aussi parfois s'avérer stressants, mais au moins ils me permettent d'être pleinement moi-même. La notion de courant joue aussi un rôle central dans ce jardin. Ici, les chemins rectilignes sont inexistants. Ça permet aux promeneurs de changer de perspective et de s'immerger dans l'environnement tout en vivant pleinement l'instant présent. Je me trouve actuellement dans les jardins du monde, à Berlin, et plus précisément dans le jardin chinois. Il est né d'un jumelage entre deux villes à une époque où la Chine et l'Europe entretenaient des relations bien plus étroites qu'aujourd'hui. Depuis quelque temps, la Chine s'est rapprochée de la Russie. En février 2022, peu avant l'invasion russe en Ukraine, Xi Jinping et Vladimir Poutine ont même proclamé une amitié sans limite entre les deux pays. La Chine n'a jamais condamné l'attaque de la Russie contre l'Ukraine. Au mois de juillet, le ministre chinois des Affaires étrangères a même déclaré à Bruxelles que Pékin n'avait aucun intérêt à ce que la Russie perde cette guerre. Grâce aux sanctions occidentales contre Moscou, le commerce entre la Chine et la Russie est florissant. Les deux pays collaborent aussi de plus en plus étroitement sur le plan militaire et mènent depuis 2023 des manœuvres communes au large de l'Alaska et du Japon. Vladimir Poutine et Xi Jinping ont également acté plusieurs étapes majeures de leur coopération, telles que la construction d'un nouveau gazoduc et une politique d'exemption de visa entre les deux pays. Les accords officiels sont une chose, mais qu'en est-il des relations entre les citoyens russes et chinois? La frontière sino-russe s'étend sur plus de 4200 km, dont près de la moitié longe le fleuve Amour. C'est ici que les villes de Blagoveshchensk et Rairay se font face.
quand vous entendez le mot Russie? Je pense au grand président Poutine. Un peuple guerrier et au tsar Poutine. L'amitié sino-russe, c'est quelque chose de formidable, non? C'est génial, parce qu'avant, on n'était que des partenaires stratégiques. Je m'appelle Denis et j'organise un festival de rock qui aura lieu ce week-end à Blagoveshchensk. Pour la première fois, des groupes chinois vont se produire chez nous. Et là, on est en route vers Raihe pour aller les chercher. Autrefois, Blagoveshchensk était surnommé Adidasovsk. Dans les années 1990, l'économie chinoise traversait une époque difficile. De nombreux commerçants russes se sont alors rendus en Chine pour y échanger des marchandises. Ils ont rapporté plein de baskets Adidas bon marché qu'ils ont ensuite revendues dans toute la Russie. Il y a 5 heures de décalage horaire entre Moscou et la Chine. Et 6 entre Moscou et Blagoveshchensk. Alors, est-ce qu'on va vers le passé ou le futur? Je vous présente Pomogai. Ça veut dire aide en russe, parce qu'elle aide les Russes à réserver des hôtels en Chine et à changer de l'argent. Elle conduit aussi les gens dans différentes cliniques, parce que les prothèses dentaires sont l'une des spécialités de Raihe. Tout à l'heure, il y avait environ 300 personnes sur le ferry, et la plupart d'entre elles se rendaient en Chine pour bénéficier de soins dentaires. Mon ami s'appelle aussi Denis et il étudie à Harbin en Chine. Comme il parle chinois, il a fait le déplacement pour être présent demain au festival et accueillir les groupes chinois. En général, les Russes quittent pas ce quartier parce que les commerces et les restaurants du coin s'adressent directement à eux. Tout est fait et pensé pour eux. Mais plus on s'éloigne dans l'autre direction, et plus on se sent en Chine. Ici, le soir, il y a des vendeurs ambulants. Et on peut manger de la cuisine de rue chinoise. On est le groupe Dark Armor et notre nom vient d'une unité de cavalerie d'élite de la dynastie Tang. Depuis 2016, énormément de groupes russes viennent se produire en Chine. Ils sont même très populaires ici. Et depuis cette année, pas mal de groupes chinois sont partis en Russie pour y faire des tournées. Je pense par exemple à Mr. Rain, à Wu ou encore à nous. Les échanges en lien avec la musique sont pas aussi compliqués que d'autres types de relations. C'est plus direct. On essaie surtout de savoir quelle chanson sonne le mieux, quelle musique est la plus belle et quel rythme enthousiasme vraiment les gens. Ce soir, on va organiser une petite fête pour vous. Elle commencera vers 19 ou 20 heures.
On vous fera aussi découvrir ce qu'est un vrai sauna russe. Si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. On serait ravis de vous montrer notre sauna. Normalement, on mange plutôt du pain avec le repas. Mais là, on a préparé du riz exprès pour vous. Qui en veut? C'est trop bon. C'est délicieux. Je vais être sous en un rien de temps. J'ai bu tellement de vodka qu'on pourrait remplir le réservoir d'une fusée avec. Allez, viens. Je vais pas y couper. Je suis ici parce que j'aime ce genre de musique et que l'ambiance du festival est super décontractée. Cette année, les organisateurs ont invité des groupes chinois et je trouve que c'est une très bonne chose. En raison des sanctions occidentales et de nos actions militaires, la Russie collabore de plus en plus étroitement avec la Chine. Alors pourquoi ne pas aussi le faire dans le domaine culturel, avec la musique par exemple? Le prochain groupe s'appelle Dark Armor, ce qui veut dire sombre armure. Si vous avez des questions à poser aux musiciens, vous pouvez utiliser le traducteur Yandex, ou alors demandez-moi et je traduirai. Quand des Chinois viennent en Russie pour la première fois, j'essaie toujours de déconstruire certains clichés qu'ils ont sur nous, comme la vodka, les ours et le ballet. En plus, les Chinois se représentent souvent les Russes comme un peuple belliqueux. Leur visage change d'expression quand ils se rendent compte que les Russes sont sympathiques. Ils se mettent à sourire et nous prennent dans leurs bras. Les relations entre nos deux pays ne cessent de s'améliorer. Dans quelques années, une université sino-russe devrait même ouvrir ses portes à Blagoveshchensk. Aujourd'hui, la Chine et la Russie entretiennent une réelle amitié. Vous savez, les plus puissants se font toujours remarquer. Et ils entraînent les autres avec eux.